Elles sont plus puissantes que des États. Elles s'approprient notre culture, elles façonnent notre société et nos imaginaires. Elles peuvent modifier les lois grâce à leur lobby et elles ont même créé des idoles vénérées par des millions. Vous travaillez pour elles, vous consommez chez elles, vous les croisez à tous les coins de rue, elles sont partout. Dans vos gouvernements, dans vos modes de vie et jusque dans votre intimité. Dans ce nouveau format pour Blast, on va vous parler du plus grand pouvoir politique au monde. Et ce ne sont pas les reptiliens, la matrice ou... Macron ! Ce sont les entreprises. Mais au fond, tout ça vous le savez déjà. Vous savez que les produits laitiers ne sont pas nos amis pour la vie, que McDo ne veut pas que vous veniez comme vous êtes, que Nike ne veut pas que vous le fassiez et que le client n'est pas vraiment roi. Sauf que c'est bien pire que ça. Les marques, c'est pas juste de la com, c'est une véritable rupture civilisationnelle unique dans l'histoire de l'humanité. Carrément ? Carrément. Et c'est le sujet de l'épisode du jour. Bienvenue dans Corporate. Les marques font tellement partie de nos vies qu'on ne questionne même plus leur présence. Mais en fait, d'où viennent-elles ? Pour ça, il faut remonter aux origines même du capitalisme industriel et de la société de consommation. Vaste projet, me direz-vous, et pourtant, c'est ce qu'a documenté notre co-auteur Anthony Galuzzo dans La fabrique du consommateur. La fameuse société de consommation, on croit tous savoir ce que c'est. Depuis une cinquantaine d'années, on aime bien la critiquer et en même temps, on trouve ça un peu cool. Il y a des tonnes d'écrits, de pamphlets, de films qui la dénoncent. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. Mais concrètement, c'est quoi la société de consommation ? On a l'impression que ce serait une société où on consomme plein de trucs. D'aucuns diraient trop. Mais d'autres diraient que c'est quand même un progrès par rapport à avant où on n'avait pas assez. Prenez le temple de la consommation, le supermarché. Comme son nom l'indique, c'est juste un marché, mais en super. Eh ben non, un supermarché, c'est pas juste un gros marché avec plus de stock et plus de choix. C'est quelque chose d'entièrement différent. La société de consommation, c'est pas juste qu'on consomme plus qu'avant. Fondamentalement, c'est une société où les individus consomment des choses qu'ils n'ont pas produites. Ça paraît normal aujourd'hui, presque naturel, alors que c'est une rupture assez récente avec des siècles d'humanité qui a changé nos modes de production, nos rapports sociaux et jusqu'à tout notre univers mental. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Un réflexe inconscient. Un vague souvenir de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Cet endroit tenait une place importante dans leur vie. Resituons. Entre le 15e et le 18e siècle, le monde n'est qu'une immense paysannerie, où 80 à 90% des hommes vivent de la terre, rien que d'elle. La très grande majorité des gens occupaient leur journée à faire pousser ou à élever ce qu'ils allaient bouffer, à fabriquer, à coudre, à bricoler les choses dont ils avaient besoin. Alors, bien sûr, il y avait des échanges marchands de plus en plus importants, y compris d'un bout à l'autre du monde, mais absolument pas comparables avec ce qu'on a maintenant. Prenez un truc tout con. En 1650, un petit Paris-Marseille, ça prenait en gros 15 jours. Avec la révolution industrielle, en 1887, c'est 13 heures. Et aujourd'hui, c'est 7h30 par la 7 et 3h en TGV. SNCF, à nous de vous faire préférer le train. Rajoutez à ça que, bon, si t'as le privilège d'avoir un petit mulet... L'animal, pas la coupe. Tu peux transporter, des bijoux, des épices, des cartes Pokémon, mais tout de suite, des poutres métalliques ou des tonnes de céréales, c'est plus compliqué. Bon, sans parler qu'il faut pas se faire traquenarder au détour d'une route. Ou plus généralement, ne pas mourir. Parce que si tu t'embourbais au milieu de rien avec un petit fond de choléra, c'était ciao. Et ajoutez à ça la conservation des produits. La viande pas fumée, t'oublies tout de suite, Et même des patates, les 15 jours de trajet, c'est limite. La très grande majorité de ces échanges se font à proximité. On va vendre nos céréales au marché d'à côté, s'acheter un petit couteau chez l'artisan et se prendre à l'auberge un petit menu XL Fayot supplément tranche de lard avec un godet de pinard. On a plutôt des marchés que le marché au sens où on l'entend maintenant. Et ça change tout. Avec la progression fulgurante des modes de transport, la concentration de la production permise par l'industrialisation et l'accroissement de la division du travail, on entre dans un monde où les choses que vous consommez ont été produites et acheminées depuis un ailleurs lointain. C'est l'annihilation de l'espace par le temps. Alors oui, dit comme ça, on dirait de la science-fiction, mais pour nos ancêtres, c'en était. On a déconnecté la production de la consommation. On entre dans la société de consommation. Avant, t'allais pas faire ton pain avec la farine qui vient du blé de chez Dédé, parce que tu savais qu'il avait eu le mildiou. Le poisson pas frais, voilà ce que ça sent. Viens me le dire ici qu'il est pas frais. Là, plus du tout. Les produits, tu vas les acheter dans les grands magasins, tu sais pas d'où ça vient, comment ça a été fait et par qui. Le processus et le travail a été invisibilisé. Prenons un exemple pas du tout clivant, la bidoche.
En anglais, il y a l'expression « how the sausage is made », comment est faite la saucisse, pour désigner les réalités qu'il vaut mieux que le public sache pas trop. Et ça vient très concrètement de ce dont on parle. En 1905, le journaliste Upton Sinclair sort un roman, La Jungle, tiré de ses investigations dans les fameux abattoirs de Chicago. Un enfer si emblématique de ses débuts de l'agroalimentaire industrialisé qu'ils sont considérés comme l'origine du modèle fordiste, avec le travail à la chaîne, parcellisation du travail en monotâches répétitives, exploitation de grandes masses anonymes et concentration industrielle. On vous passe les détails à base de caca mélangé à la viande, des conditions de conservation daubées et de pauvres types broyés dans des machines. Mais les révélations étaient si choquantes qu'elles ont provoqué un électrochoc dans l'opinion publique. Tollé général, Roosevelt qui reçoit Sinclair, des régulations qui sont annoncées. Tout simplement parce qu'on venait de révéler aux gens le processus de production derrière les conserves de corned beef qu'ils s'achetaient en toute confiance dans les rayonnages des grands magasins sans même se demander ce qu'elles contenaient vraiment. C'est même pas vraiment qu'on croyait que c'était fait d'une autre façon, juste on se posait pas la question. Sinclair avait juste décrit comment la saucisse était faite. Tu sais ce qu'il y a dans une fricadelle, hein? J'ai vu un reportage là-dessus. De toute façon, il n'y a pas de porc là-dedans. Ah, ça, du porc, c'est sûr, il n'y en a pas. Hein. Mais tu donnes ça à un chien, elle le bouffe pas non plus. Et au passage, ce qui a choqué le bourgeois et entraîné des normes notamment d'hygiène, c'est le contenu de la saucisse. Alors que la plupart du bouquin, c'était pour dénoncer l'exploitation des ouvriers. Et oui, parce que invisibilisation du travail, ça permet aussi d'invisibiliser les conditions de travail. Mais bon, ça on s'en foutait, c'était surtout des migrants d'Europe de l'Est, ça touche moins les bons citoyens que ce qu'il y a dans leur assiette. Et alors la question du traitement des animaux, ça on n'en parle même pas, invisibilisée elle aussi, depuis qu'on a compris que c'était mieux d'éloigner les sites d'abattage de masse des centres-villes. Loin des yeux, loin du haut le cœur. Alors que bon, le gamin qui participe à la tuerie du cochon avec toute sa famille, voire le village entier, bah au moins il connaît toutes les étapes du processus. Il sait intimement ce qu'implique cette consommation, pourquoi une entrecôte ça s'appelle comme ça, et même il le connaissait ce cochon, il l'avait côtoyé et engraissé pendant 1 an. You're in a better place now, Lou, and I'll always be proud that for once in my life, I had a cowman. Bon, là, c'est un exemple assez fort, mais cette déconnexion concerne l'ensemble des productions. Elles proviennent désormais d'entités lointaines et mystérieuses. Nous, ça nous paraît banal, mais à l'époque, ce changement allait pas du tout de soi. Au début de l'industrialisation de l'agroalimentaire, on peut dire que c'était pas folichon. Les produits sont parfois frelatés à l'ouverture et vous vous retrouvez là, la boîte de conserve à la main, sans personne vers qui vous tournez pour vous faire rembourser. Ce qui explique les publicités à la fin du 19e qui insistaient lourdement sur la qualité de leurs produits. Car là où vous aviez l'habitude d'aller chez votre petit épicier, où vous pouviez sentir, toucher et même goûter les produits, vous vous retrouvez désormais devant une boîte en métal ou un bocal en verre qui ne révèle pas grand-chose de la qualité du produit. On passe donc de l'ère du tasting, le goût, au testing, c'est-à-dire l'obligation d'acheter pour constater. C'était un peu la roulette russe. D'où aussi la standardisation des produits qui assure au consommateur de toujours retrouver les mêmes saveurs quand il prend la même boîte. Et d'où la marque. On se décharge cognitivement sur elle du contrôle qualité et on automatise le rachat pour n'avoir plus qu'à reconstituer notre stock de marques habituelles. Pourquoi ça s'appelle comme ça d'ailleurs? Eh bien parce que depuis longtemps, on marquait les produits, comme des amphores, du pain ou du bétail, pour garantir leur origine. À partir du 19e siècle, le rôle de la marque, au sens qu'on connaît aujourd'hui, c'est redonner une identité à un produit devenu abstrait et renouer cette confiance. Le procédé était toujours inaccessible, mais maintenant tu identifies quand même le produit à une marque et tu te dis « Ok, ça je connais, je consomme pas un truc au pif ». C'est donc à cette période qu'apparaissent les premiers leaders mondiaux, qui perdurent encore aujourd'hui d'ailleurs. Heinz, Campbell Soup Company, Kodak, Coca-Cola, Gillette, Nabisco, Kellogg's, etc. Imaginez, vous faites des gâteaux apéro. Vous proposez un produit industriel transformé, venu de vos immenses exploitations de céréales à Perpète-les-Oies, transporté ensuite plus loin dans vos usines pour être transformé massivement en farine, farine mélangée encore plus loin en une pâte à gâteau de votre mystérieuse recette bien gardée. Autant c'est pratique pour refiler ça en masse sur le front à des soldats qui n'ont pas le choix. Mais pour le vendre au grand public, c'est juste des biscuits douteux. Mais si vous vendez des Krusters, avec sa forme et son emballage reconnaissable, et la figure de ce bon vieux Major Kruster, ça change tout. C'est pour ça que les premières grandes marques essentiellement d'agroalimentaire se sont choisies pour mascotte des figures paternelles, bienveillantes, qui fleurent bon le terroir et la tradition. Du bon lait et une généreuse couche de framboise pour un yaourt au bon goût de fruits. Alors, on n'est pas dupes, hein. On se doute bien qu'en cuisine, c'est pas une laitière du XVIIe siècle qui prépare les petits pots. Pourtant, c'est bien l'image qu'on a de la marque, au détriment de la réalité de la production du produit. Ça sent les crèmes. Oh, putain, j'en ai foutu partout, là. Le nom et l'image de la laitière finit par être le seul dans nos imaginaires.
Et bien sûr, ce n'est pas l'unique outil dont disposent les publicitaires. C'est en même temps que les marques qu'apparaissent la publicité, les magazines, mot qui vient de magasin d'ailleurs, et tout l'imaginaire de la société de consommation. Le packaging des produits, les pubs papier, radio et plus tard télévisuels, ainsi que le sponsoring des équipes sportives, et tous ces trucs-là, c'est le branding. C'est là que la marque va révéler son plein potentiel, car grâce au branding, on va pouvoir aller beaucoup plus loin que de juste redonner confiance au consommateur en nos produits. On va pouvoir lui donner une identité de marque. Nos gâteaux apéro du Major Cluster, ils sont bien sympas. Ils remplissent leur office. Ils nourrissent les gens. C'est la base de ce qu'on attend d'eux en les achetant. Cette fonction de base du produit, c'est ce qu'on appelle la valeur d'usage. Mais grâce au pouvoir associatif, nous venons d'ajouter à notre produit une valeur signe. On a non seulement rétabli une relation de confiance, mais on a insufflé à nos gâteaux des représentations et des valeurs qui vont lui créer une véritable personnalité et une toute autre saveur, indépendante de leur valeur d'usage. Ce super pouvoir de la marque ouvre de nouvelles possibilités, ou une boîte de Pandore, selon comment vous le voyez. Car avec quelques pubs et un design adapté, on peut associer notre baie de pâte salée coupée en morceaux et passée au four à l'idée de convivialité et de moments partagés entre amis. Ce n'est plus un biscuit qu'on achète, ce sont des éclats de rire en soirée, des souvenirs forgés devant un match de foot, une partie de Mario Kart ou lors du barbecue dominical. Ces petits pétales à croquer deviennent des morceaux de bonheur, car ce sont aussi ça, les Crusters. Font chier avec leur pub, là. Merci pour cette De toute façon, ça sert à rien. Ce principe d'ingénierie symbolique qui donne un sens au produit au-delà de sa fonction première, on peut constater sa mise en œuvre concrète avec un produit aussi basique que l'eau. L'eau a une valeur d'usage énorme puisque, comme j'espère que vous le savez, elle est indispensable à votre survie. Transparente, inodore, elle n'a quasiment aucun goût et pourtant il en existe de très nombreuses marques. En jouant sur des différences minérales, chacune a développé une personnalité forte lui permettant de cibler un public particulier. Volvic parlait directement aux fans de sport en utilisant Zidane comme égérie dans une pub qu'ils ont d'ailleurs reprise plus récemment avec Antoine Dupont. Et puis une gorgée de Volvic. Toujours. Toujours dans une logique sportive, mais moins prestigieuse, Cristalline jouait beaucoup de l'image de Giroud, le célèbre entraîneur d'Auxerre, qui avait la réputation d'être une énorme pince. Doucement avec la Cristalline! Mais Evian va encore plus loin en nous faisant carrément miroiter la perspective de redevenir des nourrissons. Contrex, qui s'est longtemps adressé aux femmes avec un axe minceur, qui se reflète même dans le design de sa bouteille. Et vous vous souvenez de ça? C'est dici che ormai del 2011 io accetto. Alors là, vraiment, il y a tout. On te raconte une légende locale du Gévaudan pour que tu aies l'impression qu'en achetant ton pack au supermarché, au fond, tu bois la même eau à laquelle tes ancêtres font confiance depuis la nuit des temps. Pas un machin industriel, mais naturel, artisanal, qui renvoie au terroir et à la tradition. Je veux dire, quelle marque a un slogan en occitan? Et qu'on appellerait Kézak. Le processus de production est tellement invisibilisé qu'on dirait que c'est directement de la source à la bouteille en plastique. Ce qui est d'autant plus fort de café que la source en question là, où tes aïeux étaient censés puiser depuis des générations, elle a précisément été privatisée par un industriel à la fin du 19e pour donner la marque Kézak. Elle-même reprise un siècle plus tard par Nestlé, qui nous a pondu cette pub commandée à Ridley Scott. Mieux, Nestlé possédait aussi d'autres marques d'eau déjà évoquées, vendues sur leurs images distinctes, comme Contrex, mais aussi Vittel, Épar ou Perrier. Et ça, c'est le second pouvoir de la marque, le pouvoir dissociatif. Si nos crusters se retrouvent associés aux apéro-foot entre bonhommes, il suffit d'envisager une autre marque, avec une identité dissociée pour viser un marché plus féminin. Voilà tout le cynisme du capitalisme. D'une main, on nous vend du Axe, une marque qui vend aux mecs lambda qui vont choper plein de meufs, et de l'autre, du Dove, qui vend aux meufs une beauté pour elles-mêmes dans leur diversité. En achetant ces marques, on se pense aligné avec leurs valeurs, alors que dans les deux cas, ça va dans les poches de leur société mère Unilever. Et pas que dans ces deux cas de figure d'ailleurs, puisque Unilever détient de nombreuses marques apparaissant dans nos rayons de produits d'hygiène, ainsi que dans nos rayons alimentaires, de boissons, de glaces et de produits d'entretien. Dans cette bataille symbolique, tous les belligérants sont équipés par la même entreprise qui démultiplie les valeurs qu'elle porte à travers une multitude de marques dans le seul but de vendre au plus de monde possible. Tout comme le gros Coca plein de sucre et de caféine, déjà, ils ont le Coca zéro. Mais innocent. La boisson saine, qui s'inquiète de notre santé et qui nous met des fruits et des légumes directement dans la bouteille. C'est aussi Coca. Ces dissociations ont des effets très concrets. Elles peuvent par exemple justifier des écarts de prix. Elles peuvent même servir de marqueur de statut social. Cette échelle que l'on connaît tous, c'est l'imaginaire de chaque marque qui l'a engendrée.
Vous savez bien qu'on ne percevra pas de la même manière quelqu'un qui porte un costume Hugo Boss que la personne qui s'habille en survêt Adidas. Dis-moi ce que tu portes, je te dirai qui tu es. En fait, on assiste ici à une nouvelle forme de fétichisation de la marchandise, car nous lui prêtons désormais une valeur totalement décorrélée de denrées concrètes et du travail réel qui a permis de la produire, permettant ainsi de lui accoler à peu près n'importe quel sens, même quand ça n'a aucun lien évident à la base. Après, ça marche pas à tous les coups. Il suffit pas de prendre tous les atours pour accoler une représentation à sa marque, il faut aussi un petit peu de flair pour jauger l'air du temps. Mais reprenons nos gâteaux apéro, le produit populaire par excellence. Des Crusters, un petit godet et c'est merguez party. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Cette image, elle pourrait rebuter une clientèle qui voudrait pas être associée à un truc de gros beauf. On pourrait tout à fait casser ça en associant plutôt notre produit à l'aristocratie. Pourquoi pas après tout, hein? Un packaging en sachet individuel, un tarif plus élevé, un argumentaire autour de la qualité artisanale et une actrice de renom. Ou encore mieux, une figure de la royauté française et le tour est joué. S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent des Crusters. Notre gâteau apéro fait désormais luxe. Fait luxe, hein, vous savez, comme Ferrero Rocher, qui a beau donner une image de la haute à ses chocolats, littéralement la nourriture des dieux, sauf que, bon, perso, j'y ai jamais participé, mais je suis sûr qu'aucune réception d'ambassadeur digne de ce nom ne servirait des Ferrero Rocher. Imaginez Macron, il sert ça au roi d'Angleterre. Ah non. Désolé, mes amis, je pense que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Maintenant, pensez juste à l'hiver. Feu de cheminée, petit plaid, chocolat chaud, une bonne dinde. Et Coca-Cola. Ah ouais, ça nous paraît tout à fait normal, alors que quand même, quel tour de force! Mais rendez-vous compte à quel point c'est contre-intuitif. Parce que, évidemment, ce bon soda bien frais, ils en vendaient des tonnes en été, mais pas trop le reste de l'année. Alors ils sont parvenus à l'associer dans nos esprits à la période hivernale, grâce à la figure tutélaire du Père Noël. Au point qu'on a presque été persuadé qu'ils l'ont inventé, parce qu'ils ont contribué à populariser la représentation graphique qu'on lui connaît aujourd'hui. L'impact de la marque sur nos imaginaires est tel qu'elle peut nous faire préférer le goût d'un produit juste en la voyant. Un test simple, révélé dans des études scientifiques et régulièrement utilisé en école de marketing, permet de démontrer cet effet de marque. Si vous souhaitez la réaliser chez vous, c'est très simple, des youtubeurs s'y sont même essayés. Vous prenez deux groupes auxquels vous faites goûter nos délicieux crusters et une marque discount sortie de la même usine, les Patop. Le premier groupe goûte en aveugle et doit ensuite les noter de 1 à 10 selon différents critères, le brillant, le croquant, la saveur ou autre. Le deuxième groupe, quant à lui, fera la même dégustation, mais en ayant connaissance des marques qu'il déguste. L'expérience donne toujours les mêmes résultats, hein. Lorsque les participants connaissent les marques qu'ils ingurgitent, ils attribuent des notes plus élevées aux plus réputées et dégradent les notes des marques discount. Les marques influencent donc notre vision du monde, nos jugements sociaux et modifient jusqu'à nos capacités gustatives. Alors voilà, il faut se souvenir que les marques, c'est pas juste un outil publicitaire pour vous pousser à acheter un bidule dont vous n'avez pas besoin plutôt qu'un autre. C'est l'imaginaire qui permet tout un mode de production qui a bouleversé nos vies. Celui à qui on achète presque tous nos produits, mais aussi à qui on vend notre force de travail. Un système obligé de nous pousser à surconsommer parce qu'il surproduit, qui fonctionne grâce à l'invisibilisation de l'exploitation de l'humain, des ressources et de l'environnement. En fait, maintenant que j'y pense, c'est quand même un peu la matrice. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. C'est de ce pouvoir que les entreprises ont pris sur nos vies dont nous allons continuer à vous parler dans cette émission. Alors, merci de nous avoir suivis et allez soutenir Blast, votre marque de médias préférée. Et si vous voulez soutenir ce nouveau programme, vous pouvez faire un don à Blast directement sur le site, on vous met le lien en description.